Madame la ministre, chère Roselyne Bachelot, Madame la directrice générale de Santé publique France, chère Caroline Semaille, je m'adresse à la caméra parce qu'elle ne peut pas être là, elle nous suit derrière les écrans du fait d'un déplacement prévu de longue date. Monsieur le directeur scientifique de Santé publique France, cher Yvon Lestrade, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, chère Maria-Melchior. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la 6e leçon inaugurale de la chaire Santé publique. C'était une chaire créée en partenariat avec l'Agence nationale publique France, avec l'idée d'encourager l'excellence de la recherche et le débat intellectuel au meilleur niveau sur les questions de santé publique et particulièrement de rendre sensibles les enjeux contemporains en France et dans le monde auprès de la communauté médicale et scientifique, des décideurs du grand public. Et je voudrais saluer Philippe Sansonetti qui, avec Alain Fischer, est à l'origine de ce partenariat qui marche très bien. Et comme vous le savez, c'est la santé mentale qui a été désignée grande cause nationale en 2025. Et ce choix répond à un enjeu majeur de la santé publique, alors qu'une Française sur 4 sera confrontée à un trouble mental au cours de sa vie. Lever les tabous, améliorer l'accès aux soins, à l'information et renforcer la prévention sont au cœur des actions portées par l'État et ses partenaires. Faire de la santé mentale la grande cause nationale 2025, c'est lutter contre le manque d'information et aussi la stigmatisation des troubles mentaux. La santé mentale est influencée par des facteurs individuels, mais aussi sociaux, culturels, économiques, politiques et environnementaux. La qualité et les conditions de travail, les interactions sociales peuvent être des facteurs déterminants de l'état de santé mentale des personnes. Vous savez que les troubles mentaux sont connus depuis l'Antiquité. On considéra des personnes exposées à ces troubles mentaux souvent comme étant possédées par des esprits maléfiques, des démons. On a dans la Bible beaucoup de choses, donc il faut que je parle de la Bible, mais ça va être bref. Donc il y a le roi Saül qui est dépressif en fait, et dont on dit qu'il a été tourmenté par un mauvais esprit. Et la thérapie, c'est la musique, mais ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, l'OMS estime que la santé mentale sera le prochain défi sanitaire du siècle. Un défi qui concerne plus que jamais la France, où le niveau des suicides et la consommation de médicaments psychotropes sont très élevés. Derrière ces constats largement diffusés, qu'est-ce que la santé mentale? D'où viennent les définitions actuelles? Quelles sont leurs évolutions récentes? Que recouvre cette notion entre symptômes passagers de mal-être et troubles psychiatriques sévères et persistants? Pour répondre à ces questions, nous avons la grande chance d'avoir pu inviter comme titulaire de la chaire annuelle Santé publique 2025-26, Madame Maria-Melchior. Maria-Melchior est épidémiologiste, elle travaille comme directeur de recherche à l'INSERM, elle est directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Elle a soutenu sa thèse doctorat avec le titre « Les inégalités sociales de santé en France » en co-tutelle à l'Université de Harvard et à la Faculté de médecine Paris 11. Et ensuite, elle a obtenu son HDR à l'Université Versailles-Saint-Quentin en 2012. Ses travaux portent notamment sur les inégalités sociales dans les domaines de la santé et les conduites addictives, avec un intérêt particulier pour les trajectoires développementales depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et la transmission intergénérationnelle des difficultés psychologiques. Vos recherches, chère Maria, reposent principalement sur des données de cohortes menées en France ou dans d'autres pays. Vos projets sont financés par l'ANR, le Fonds de lutte contre les addictions, l'Union européenne et l'ERC. Et vous avez évidemment reçu de nombreuses distinctions et prix que je ne vais pas tout énumérer. Simplement, je citerai le Early Career Award de l'International Society of Behavioral Medicine, le Research Prize de la European Psychiatric Association et le prix scientifique Recherche Addiction. Vous êtes aussi chevalier de l'Ordre national du mérite. Et vous êtes auteur et co-auteur de plus de 280 articles publiés dans les revues scientifiques. Vous avez aussi écrit des livres. Santé mentale, un défi pour le XXIe siècle en 2023, et vous avez coédité l'ouvrage Épidémiologie sociale, concepts, méthodes et exemples d'application en 2024. Donc votre leçon inaugurale, qui va ouvrir votre enseignement ici au Collège de France,
et intitulé « Santé mentale et addiction, de l'intime au populationnel ». Chère Maria Melchior, nous sommes très heureux de vous accueillir et je vous donne la parole. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci de votre accueil. Avant de commencer, j'aimerais remercier Santé publique France qui finance cette chaire annuelle de santé publique et monsieur Denis Duboul qui a proposé ma candidature pour ce poste cette année. Je suis honorée de la présence dans cette salle des personnes qui m'ont enseigné l'épidémiologie, en particulier mes 2 directeurs de thèse, les professeurs Lisa Berkman et Marcel Goldberg, ainsi que le professeur Alfred Spira et Madame Franzler, dont les encouragements et les conseils m'ont toujours été précieux. J'aimerais également remercier les collectifs de recherche d'hier et d'aujourd'hui des laboratoires INSERM au sein desquels j'ai travaillé au cours des 25 dernières années, et notamment mes collègues de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, tout particulièrement les chercheurs, ingénieurs et statisticiens, personnel administratif, postdoctorants et étudiants de l'équipe épidémiologie sociale, santé mentale et addiction, auprès desquels j'ai le plaisir de travailler et d'apprendre au quotidien. Enfin, merci à ma famille et mes proches qui m'ont accompagné dans la préparation de ces enseignements et qui, pour certains, sont ici ce soir. Voilà. Le cycle de cours que j'animerai au cours des prochaines semaines s'intitule « Santé mentale et addiction, de la souffrance individuelle à l'action populationnelle ». Il est, comme M. Romer l'a dit, en lien avec la grande cause nationale santé mentale. En tant qu'épidémiologiste, je parlerai de comment on mesure, comment on cherche à comprendre et comment on tente d'améliorer la santé mentale à l'échelle d'une population. Mais avant de devenir épidémiologiste, j'ai étudié la psychologie et j'aimerais commencer par vous parler d'une expérience qui a façonné ma manière de voir cette thématique. Donc, j'ai étudié la psychologie dans les années 1990 dans une université de la côte est des États-Unis, Brandeis près de Boston. Nous avions des enseignements très divers, des principes de la psychologie sociale aux sciences cognitives, en passant par les mécanismes de la perception, les statistiques et les méthodes expérimentales, ainsi que la psychopathologie et différentes formes de psychothérapie qui, moi, m'intéressaient particulièrement. En plus des cours magistraux, nous avions la possibilité de faire des stages dans des lieux de soins où nous apprenions directement auprès de personnes vivant avec des troubles psychiques et auprès de leurs soignants. Un des moments forts de cette formation était un stage clinique dans un grand hôpital de Boston, supervisé par un de nos professeurs, Joseph Cunningham. Lors de la première session de son séminaire, le professeur Cunningham nous a présenté un cas clinique. Il s'agissait d'un homme de 50 ans, déprimé, qui avait fait une tentative de suicide quelques mois auparavant. Il avait un travail très prenant, auquel il consacrait plus de 80 heures par semaine, était en plein divorce et voyait rarement ses enfants. Écrasé par le stress, isolé, cet homme ne parvenait pas à se sortir de son mal-être. Il n'arrivait pas non plus à solliciter un psychologue et soir après soir tentait d'anesthésier sa souffrance avec du whisky. Le professeur Cunningham nous a demandé de réfléchir à la situation de cet homme. Quels étaient ses principaux symptômes? À quelle catégorie diagnostique correspondait-il? Quelles étaient les circonstances qui contribuaient à son mal-être? Enfin, quelles psychothérapies semblaient les plus adaptées? Nous avons passé le cours à discuter, cherchant à appliquer nos connaissances théoriques, croisant nos interprétations. À la toute fin du cours, le professeur Cunningham nous a regardés un par un à tour de rôle, nous étions une dizaine dans la salle, et nous a dit « Le patient dont nous avons parlé pendant 1 heure, c'est moi. N'oubliez jamais que derrière les concepts, les théories et les chiffres, il y a de vraies personnes et des histoires singulières, et que chacun d'entre nous peut ressentir de la souffrance psychique à un moment donné de sa vie. » Bon, alors pour diverses raisons liées au hasard de la vie, je me suis éloignée de la psychologie et je suis devenue épidémiologiste. Et dans le cadre des recherches auxquelles je participe aujourd'hui, j'ai moins souvent l'occasion d'être directement au contact de personnes qui souffrent de troubles psychiques. Mais j'ai retenu de cet épisode que s'intéresser à la santé mentale des autres requiert d'imaginer une personne réelle face à soi et s'interroger sur ce qui pourrait se passer à l'intérieur d'elle. Le faire dans le contexte d'études épidémiologiques qui portent sur des centaines, voire des milliers de personnes, nécessite évidemment quelques ajustements. Pour commencer, je vais d'abord commencer par quelques éléments sur les principes de l'épidémiologie, qui ont d'ailleurs déjà été largement présentés par les collègues qui m'ont précédé au sein de cette chaire, notamment Arnaud Fontanet, Rémi Slama et Mathilde Touvier, et dont les cours sont toujours disponibles et peuvent être visionnés, ce que je vous conseille évidemment très vivement.
Mais de quoi s'agit-il? En 2 mots, les épidémiologistes imaginent et mettent en place des enquêtes de grande ampleur pour identifier, à l'aide de méthodes statistiques, les facteurs qui augmentent ou diminuent le risque de maladie, dans mon cas, celui de troubles psychiques et d'addiction. Ces recherches sont complémentaires à celles menées par les spécialistes des neurosciences ou des sciences cognitives qui tentent de comprendre le fonctionnement du cerveau, principalement à l'aide de méthodes expérimentales. Les épidémiologistes utilisent surtout une démarche observationnelle et, me semble-t-il, ont une vision intégrative de la santé. Les mécanismes biologiques font partie des facteurs de risque d'intérêt, mais ceux aux côtés d'autres types de facteurs, psychologiques, médicaux, comportementaux, sociaux ou encore économiques. Cet aspect intégratif, couplé à une attention particulière aux mesures des phénomènes de santé, et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, ainsi qu'un certain intérêt pour la traduction des résultats des recherches en actions de santé publique, sont, me semble-t-il, ce qui distingue les épidémiologistes des chercheurs en psychologie, en sociologie ou en économie, qui peuvent aussi s'intéresser à la santé mentale. Les épidémiologistes mettent donc en place des enquêtes à grande échelle et estiment le risque de maladie d'individus moyens. Ces individus moyens, bien sûr, n'existent pas vraiment, comme le savait déjà Claude Bernard. Ils ne sont que des archétypes ou une forme de représentation mentale des phénomènes que nous étudions. Cette manière de penser ne va pas de soi, et nous devons parfois nous expliquer auprès d'autres professionnels centrés plus sur le colloque singulier, à qui cette image statistique de la santé mentale peut parfois sembler artificielle. L'épidémiologie permet de dégager de grandes tendances concernant des variations de risque au sein d'une population, dans le temps, dans l'espace et entre sous-groupes. Et même si les individus moyens dont nous estimons les risques n'existent pas vraiment, les personnes derrière les chiffres, elles, sont bien réelles. En répondant à nos questionnaires, en nous autorisant à utiliser les données relatives à leur remboursement de soins, les hommes et les femmes qui participent aux études épidémiologiques nous livrent chacun et chacune une part de leur intimité, quelque chose qui leur est propre mais qui sert la collectivité. Le premier objectif des études épidémiologiques est d'estimer la fréquence des problèmes de santé mentale. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la dépression et les troubles anxieux sont parmi les principales causes de morbidité et plus encore d'incapacité dans le monde. D'ailleurs, leur importance relative a augmenté depuis 2010. S'y ajoutent d'autres pathologies mentales, ainsi que les troubles liés à l'alcool ou à d'autres drogues. Il existe d'importantes disparités géographiques, mais les problèmes de santé mentale ne touchent pas que les pays riches, loin de là, il s'agit d'une problématique globale. Qu'en est-il en France ? La prévalence des principaux troubles psychiques et des comportements addictifs est connue grâce aux grandes enquêtes épidémiologiques mises en place et exploitées par les collègues de Santé publique France ou de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Par exemple, le baromètre de Santé publique France, qui est une enquête représentative répétée régulièrement, a estimé en 2021 qu'une personne sur 10 souffrait d'un épisode dépressif caractérisé, et la même proportion, environ une personne sur 10 également, rapportait des états anxieux. La même année, une personne sur 4 fumait du tabac de manière quotidienne. Alors ce taux a baissé depuis et on s'en félicite. Et en parallèle, plus d'une personne sur 5 avait une consommation d'alcool à risque et une personne sur 10 avait consommé du cannabis au cours de l'année passée. Les addictions impliquent souvent des produits psychoactifs, mais pas uniquement. Elles peuvent aussi être comportementales. Et les données de l'enquête sur les représentations, opinions et perceptions des psychotropes menée en 2023 par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives montrent qu'une personne sur 10 a un comportement problématique face aux jeux d'argent et de hasard. Il s'agit la plupart du temps de personnes qui jouent à des paris hippiques, mais aussi de plus en plus des paris sportifs et le poker en ligne qui sont particulièrement investis. Les problèmes de santé mentale et d'addiction émergent la plupart du temps à l'adolescence ou au début de la vie adulte, et l'étude en classe menée auprès d'un échantillon représentatif d'adolescents montre que 14% des collégiens et 15% des lycéens déclarent des symptômes correspondant à un risque de dépression modéré à sévère. Une autre enquête, Escapade, réalisée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives et qui s'adresse à des jeunes de 17 ans, montre une baisse progressive des addictions liées au tabac, à l'alcool et au cannabis, mais en parallèle une hausse des addictions comportementales. En 2017, un jeune sur 5 déclarait avoir un usage excessif des réseaux sociaux et on estime qu'environ 6% des adolescents et 3% des jeunes adultes auraient un trouble lié à l'usage d'Internet.
L'addiction à Internet est un phénomène nouveau et à suivre, évidemment, qui porte principalement sur les problèmes d'utilisation des réseaux sociaux et des jeux vidéo, mais on sait que dans les enquêtes, il va désormais falloir aussi mesurer des mésusages de l'intelligence artificielle. Les jeux d'argent et de hasard ne sont pas nouveaux, mais leurs usages se sont développés depuis qu'ils sont pratiqués en ligne et aussi depuis qu'en 2010, la loi a ouvert ce secteur économique à la concurrence. Alors qu'ils sont interdits aux jeunes mineurs, à ceux qui ont moins de 18 ans, l'enquête Escapade montre qu'un tiers des adolescents de 17 ans ont déjà joué à un jeu d'hasard et d'argent au cours de l'année, et 4% l'avaient fait au moins une fois au cours de la semaine qui venait de s'écouler. Pour terminer ce panorama sur la santé mentale en France, j'aimerais citer l'étude ENABI, réalisée en 2002 par Santé publique France, et qui a montré pour la première fois à une telle échelle l'ampleur des difficultés psychologiques chez les enfants. 13% des enfants enquêtés avaient en toute probabilité un trouble de la santé mentale, les plus fréquents étant des difficultés émotionnelles et comportementales. Les problèmes de la santé mentale et les conduites addictives touchent donc une part importante de la population, et ce, à différents âges de la vie. Alors, une fois établies les fréquences des principaux troubles, l'épidémiologie permet d'identifier les principaux facteurs de risque et de protection. Par exemple, si les filles et les femmes ont des niveaux de dépression et d'anxiété plus élevés, les garçons et les hommes ont, quant à eux, plus de difficultés de comportement, de symptômes d'hyperactivité et inattention, et à partir de l'adolescence, plus de conduites addictives relatives au tabac, à l'alcool, au cannabis, aux jeux vidéo ou aux jeux d'argent et d'hasard. D'autre part, dès l'enfance, les inégalités sociales dans ce domaine sont massives et se creusent avec le temps. Les enfants vivant dans les familles les plus défavorisées ou dans les quartiers les moins privilégiés sont ceux dont les niveaux de risque sont les plus élevés, et en même temps, ce sont aussi eux dont l'accès aux soins est au contraire moindre. Un rapport de la Cour des comptes sur la pédopsychiatrie publié en 2023 a par exemple montré que le taux de recours aux soins pour des raisons psychiques chez les enfants est 2 fois plus élevé à Paris qu'en Seine-Saint-Denis, du fait de disparités dans l'offre de soins. La recherche en épidémiologie peut être itérative et les facteurs associés à la santé mentale peuvent parfois sembler prévisibles, ce qui évidemment ne signifie pas qu'il ne faut pas les étudier et quantifier les associations. Mais l'épidémiologie permet aussi des découvertes. Par exemple, les récentes études sur les conséquences néfastes de l'utilisation des écrans sur le sommeil sont assez robustes. Par exemple, on s'intéresse maintenant de plus en plus aux effets sur la santé mentale de facteurs qui n'étaient pas étudiés jusqu'à récemment, comme par exemple des facteurs de risque environnementaux. Au sein de l'équipe dans laquelle je travaille, Devin Parker et Elwa Shazla travaillent par exemple sur l'exposition à l'absence d'espaces verts ou l'exposition à des nuisances sonores dans les quartiers de résidence. Vu l'ampleur du phénomène, la plupart d'entre nous connaissons quelqu'un, un ami, un parent, concerné par un trouble de la santé mentale ou une addiction. Certains d'entre nous sommes ou avons été directement concernés. Cette familiarité façonne nos perceptions, les attributions que nous faisons pour tenter de comprendre, ce qui à un moment donné peut causer une angoisse qui occupe constamment l'esprit, une déconnexion du réel ou une consommation incontrôlée et envahissante de cannabis. Mais à la différence des médecins et des psychologues, les épidémiologistes n'examinent pas les personnes individuellement, ne cherchent pas à apprécier leur subjectivité ni les conflits internes qui les habitent. Notre objectif est plutôt, à partir de situations particulières, de trouver des points communs, des ressemblances, pour monter en généralité et identifier les forces qui régissent les comportements humains. Les chiffres que nous produisons pour suivre les grandes tendances, les épidémiologistes parlent de surveillance, éclairent parfois les politiques publiques. Ils peuvent aussi, à leur tour, aider à saisir des situations individuelles. En épidémiologie, il y a donc un aller-retour entre l'observation clinique et l'étude des maladies à l'échelle de la population, qui n'est pas propre à l'étude des troubles psychiques. Qu'il s'agisse de la dépression, de cancer ou de maladies de la peau, l'observation clinique permet de formuler des hypothèses. Quant à la démarche épidémiologique plus distanciée, elle sert alors à comprendre l'apparition des phénomènes, parfois leur causalité, par l'interprétation des probabilités de survenue des troubles dans différentes situations d'exposition, en éliminant les biais susceptibles de fausser ou de modifier les relations avec les facteurs de risque étudiés. Le plus souvent, ces études sont faites sans avoir recours à l'expérimentation pour des raisons éthiques évidentes. Mais en matière de santé mentale, le chemin entre l'individu et la population est peut-être un tout petit peu plus complexe que dans d'autres domaines de la santé. Pourquoi ? D'abord parce que la santé mentale peut être difficile à aborder.
Nos émotions, nos perceptions du monde constituent notre monde intime, ce qui nous rend sensibles et peut révéler notre fragilité. Il est en général plutôt convenu de cacher ces aspects de nous-mêmes et non de les montrer au grand jour. Et même si les choses évoluent et qu'il semble plus acceptable aujourd'hui qu'hier d'aborder ces difficultés psychologiques, comme l'ont fait d'ailleurs certaines personnes publiques, certaines célébrités, il n'en demeure pas moins que le sujet reste délicat. Exposer son intimité peut être impudique et pas toujours bien accepté. La perte de contrôle sur nos pensées, sur ce que nous ressentons, sur nos comportements, et ce parfois jusqu'à la folie, continue de faire peur. Dans un sondage à visée représentative réalisé en 2014, 74% des personnes déclaraient que les malades mentaux sont dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, 74%, et 52% qu'eux-mêmes se sentiraient gênés de vivre sous le même toit qu'une personne atteinte d'un trouble mental. Cette enquête a aujourd'hui plus de 10 ans et ces représentations ont probablement évolué, mais d'autres données nous indiquent qu'on ne regarde pas les personnes qui souffrent de troubles psychiques de la même manière que celles qui ont d'autres maladies. Dans un sondage réalisé en 2023, pour 63% des personnes, en cas de troubles de la santé mentale, les personnes sont moins bien traitées dans le système éducatif ou au travail. Pour 80% des personnes interrogées, avoir un trouble psychique réduit les opportunités de trouver un emploi, un logement ou d'avoir des activités sociales. Pour 72%, en cas de trouble psychique, on contribue moins à la société et 71% des personnes considèrent que les personnes qui ont des troubles psychiques sont en général moins sociables. Et ces chiffres sont dans l'ensemble dans les moyennes observées au sein de l'Union européenne. Malgré les progrès accomplis, les troubles psychiques continuent donc à faire peur et les personnes qui en souffrent sont toujours considérées de manière négative, ces perceptions négatives pouvant faire le lit de discrimination. Les représentations de la santé mentale imprègnent différents pans de la société, et ce jusqu'à la recherche, jusqu'au domaine de la recherche. Il n'est pas rare pour les épidémiologistes qui souhaitent intégrer des questions sur la santé mentale dans de grandes enquêtes généralistes d'être confrontés à des interrogations de la part de collègues qui travaillent sur d'autres aspects de la santé. Est-il éthique de poser des questions sur la souffrance psychique? Que faire si les participants déclarent des difficultés ou des conduites addictives? On ne peut pas ne rien faire, mais comment proposer un accompagnement alors qu'une enquête consiste à observer et non à modifier les comportements? Se pose-t-on ce type de questions lorsqu'on interroge des volontaires sur leur indice de masse corporelle ou leurs allergies? Peut-être. Mais quand on s'intéresse au mal-être ou aux pensées suicidaires, ces questionnements sont fréquents, si ce n'est systématiques. Comme si poser des questions sur le ressenti ouvrait la voie à un passage à l'acte possible. Alors que les recherches montrent que ce n'est pas le cas. Deux méta-analyses, c'est-à-dire des études synthétisant des dizaines de travaux scientifiques menés par différentes équipes et dans des contextes variés que les épidémiologistes considèrent en général comme amenant un niveau de preuve élevé, montrent qu'interroger des personnes, et ce y compris des adolescents et de jeunes gens, sur leurs pensées ou sur leurs intentions suicidaires, non seulement n'entraîne pas de passage à l'acte, mais n'est pas non plus perçu de manière négative et pourrait même parfois être associé à une légère diminution des comportements suicidaires. Les recherches auxquelles je participe depuis 25 ans m'en ont convaincu. Il est tout à fait possible de questionner des enfants, des adolescents ou des adultes sur leur santé mentale dans le cadre d'enquêtes épidémiologiques. Un exemple parmi d'autres, la cohorte Tempo que je coordonne depuis 2009 avec l'appui depuis quelques années de Muriel Marie-Croze. Il s'agit d'une étude d'un peu plus de 1000 personnes, dont un des parents participe aussi à une cohorte épidémiologique, Gazelle, créée par le professeur Marcel Goldberg. Gazelle était un laboratoire épidémiologique ouvert, mis en place en 1989 parmi les salariés d'une grande entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, Électricité de France, Gaz de France. En 1991, Éric Fonbonne, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et pionnier de l'épidémiologie psychiatrique en France, a eu l'idée d'interroger les participants de la cohorte Gazelle sur la santé mentale de leurs enfants. Environ 2500 personnes ont été tirées au sort et ont accepté de répondre à des questions concernant leur fils ou leur fille qui était alors âgé de 4 à 16 ans. Les participants ont ensuite été à nouveau interrogés en 1999 et en 2009, j'ai proposé de recontacter ces enfants de participants Gazelle qui entre-temps étaient devenus adultes pour savoir ce qu'ils étaient devenus. L'objectif de la cohorte Tempo est de mieux comprendre les conséquences des difficultés psychologiques précoces sur la scolarité, le devenir professionnel et sur la santé des personnes au long cours.
Depuis 2009, les participants reçoivent régulièrement des questionnaires et leurs réponses contribuent à étudier les trajectoires de santé mentale et de conduite addictive. Cette cohorte a des limites, notamment un échantillon relativement faible et qui se réduit dans le temps, mais elle est originale parce qu'il s'agit de la seule étude en France et, à ma connaissance, une des rares à l'échelle internationale, à suivre la santé d'un groupe de personnes depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et ce, en ayant aussi accès à des informations concernant leurs parents, ce qui nous permet d'étudier différents aspects de leur vie familiale. J'aimerais vous donner quelques exemples des résultats que nous avons obtenus. À partir des données de la cohorte TEMPO, Cédric Galera, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Bordeaux, a montré que les enfants qui avaient des symptômes d'hyperactivité et inattention étaient plus à même que d'autres jeunes d'avoir plus tard, à l'adolescence, des conduites addictives, des difficultés scolaires et, à l'âge adulte, un risque de chômage accru. Contrairement à ce que pensaient les chercheurs et les psychiatres pendant longtemps, le trouble de l'hyperactivité et inattention ne disparaît pas avec l'âge et la maturation du cerveau, et les données de la cohorte TEMPO ont contribué à documenter la persistance de ces symptômes sur près de 30 ans. D'autres recherches que nous avons menées ont montré que, toutes choses égales par ailleurs, le fait de consommer du cannabis pendant l'adolescence a des effets délétères d'abord sur le parcours scolaire, puis sur la situation professionnelle des personnes 20 ans plus tard. Quant à l'alcool, des consommations ponctuelles importantes à l'adolescence prédisent dans un quart des cas un trouble lié à l'usage de l'alcool à l'âge adulte. Quel est l'avenir de cette cohorte ? Grâce au précieux accompagnement de l'unité mixte de services France Cohorte créée par l'INSERM, nous allons avoir donc un soutien sur des aspects techniques, logistiques et réglementaires qui nous permettra notamment de coupler les données avec des informations sur les utilisations de médicaments et de consultations médicales pour les participants via les données du Système national des données de santé. Ainsi, nous pourrons étudier les facteurs associés à une prise en charge médicale en cas de problème de santé mentale, le type de traitement et l'adéquation avec les symptômes rapportés. D'autre part, nous aimerions élargir les recherches aux conjoints et aux enfants des participants de TEMPO pour étudier le contexte familial de manière plus large. En couplant les données, là encore, à celles de la cohorte Gazelle, nous aurons ainsi des informations sur 3 générations de personnes, ce qui est assez unique. J'aimerais mentionner également d'autres cohortes françaises qui sont précieuses pour étudier les trajectoires de santé mentale et de conduite addictive, en particulier la cohorte ELF qui suit 18 000 enfants depuis leur naissance, et Constance qui réunit 200 000 volontaires. Les recherches épidémiologiques ne présentent aucun bénéfice direct pour les personnes qui y participent, et nous, les chercheurs, sommes tributaires de la générosité, de l'engagement et du temps que les volontaires sont prêts à consacrer au recueil de données que nous leur proposons. Cette situation est très différente des recherches cliniques où les participants sont recrutés parce qu'ils ont une maladie et reçoivent des soins. Elle impose de réfléchir particulièrement aux manières les plus pertinentes de solliciter les participants, au sens et à l'économie des recueils de données, afin d'éviter que les recherches ne soient ni trop complexes ni trop contraignantes. Les formulations des questions proposées doivent être claires, respectueuses et toujours justifiées. Je pense souvent à une remarque de France Lert, qui dirigeait le laboratoire où j'ai commencé ma carrière de chercheur INSERM, disant que la recherche est une forme d'artisanat et où tout ce que l'on produit est à chaque fois une pièce unique. Les épidémiologistes ont bien sûr une boîte à outils qui contient des concepts et des méthodes. Nous avons des standards pour mesurer la santé et la méthode scientifique que nous appliquons permet de reproduire des résultats robustes et reproductibles. Mais chaque chercheur exerce une forme de créativité, voire de subjectivité, en déterminant le design d'études le plus adéquat, la manière optimale de recueillir des données, que ce soit par questionnaire, par capteur, par données administratives ou par indicateurs géolocalisés, puis de les analyser et d'en interpréter les résultats. Alors j'espère vous avoir convaincu qu'il n'y a pas de problème intrinsèque à interroger des volontaires d'études épidémiologiques sur leurs difficultés psychologiques éventuelles, dès lors qu'on les a correctement informés des objectifs de la recherche, de son cadre institutionnel et de l'intérêt collectif et non mercantile de sa réalisation. Au contraire, la souffrance psychique peut prendre une telle place et influer sur tellement d'aspects de la santé et des relations que les personnes ont avec leur entourage, ainsi que sur leur qualité de vie, qu'en parler peut s'avérer parfois une impérieuse, bien que difficile nécessité. Même si l'approche des chercheurs reste complètement neutre par rapport aux personnes incluses, il peut arriver que la participation à une étude soit une expérience transformative, aidant à éclairer des processus que les personnes ignorent, contribuant à dépasser un sentiment de honte ou de culpabilité conséquent à une crise psychique.
Les recherches nous indiquent qu'il y a des manières de faire plus propices que d'autres pour ce faire. Interrogées spécifiquement sur ce point, des personnes qui ont fait une tentative de suicide disent l'importance de se sentir respectées dans le cadre des recherches auxquelles elles participent, d'avoir le sentiment que leur parole compte et qu'en cas de difficulté, elles recevront une réponse individualisée plutôt qu'un conseil générique. Travailler de cette façon, si ce n'est participative, du moins interactive, c'est-à-dire en créant une relation et une responsabilité réciproque entre chercheurs et participants, peut être complexe dans le cadre d'études qui s'adressent à des milliers de personnes. Néanmoins, c'est probablement la condition pour que ces recherches soient non seulement éthiques et acceptables pour ceux et celles qui donnent de leur temps et partagent un peu d'eux-mêmes avec les scientifiques, mais aussi riches et informatives. Une manière d'aller dans ce sens consiste à associer le plus possible des personnes concernées dans les collectifs de recherche, leur regard pouvant aider à ajuster des dispositifs d'études, adapter les questions posées et interpréter plus finement les résultats. Alors, il est possible d'interroger la santé mentale, mais comment faire ? Mesurer la santé est une des questions essentielles pour les épidémiologistes. Voilà, je vais en parler un petit peu. Et dans le domaine de la santé mentale, les interrogations métrologiques sont peut-être encore plus nombreuses que dans d'autres domaines. Comment apprécier l'intensité des difficultés psychologiques et des tendances addictives ? Comment passer de la subjectivité à des catégories normatives ? Quels sont les risques que l'on prend, les approximations nécessaires ? La question du passage de l'individuel au collectif n'est pas spécifique à la santé mentale, mais dans ce domaine, le saut intellectuel nécessaire est peut-être plus acrobatique encore que dans d'autres champs. Avant tout, et c'est une raison importante, c'est parce qu'il est difficile de vérifier et de valider précisément ce que l'on mesure. En effet, il n'existe pas de test biologique, pas de gold standard sanguin ni cérébral auquel se référer. L'identification du mal-être et des troubles psychiques se base uniquement sur la parole et sur le comportement tel que le rapportent les personnes concernées, c'est-à-dire en partie la représentation qu'elles en ont elles-mêmes. Dans un contexte clinique, la formation et l'expérience du professionnel de santé participent à l'évaluation de l'état de la personne, mais dans une étude épidémiologique, on ne s'appuie que sur des réponses à des questionnaires que l'on appelle dans notre jargon des échelles. On a parfois accès à des diagnostics médicaux, mais d'abord, ça sous-entend que les personnes sont allées chercher des soins, et d'autre part, les diagnostics médicaux reflètent bien sûr des symptômes, mais aussi des habitudes de codage ou encore les caractéristiques des personnes qui codent. Les chercheurs en santé mentale peuvent donc parfois être frustrés par les incertitudes des mesures qui sont à leur disposition. Pour prendre un peu de hauteur, Bruno Falissard, qui est professeur de santé publique à l'université Paris-Saclay, a beaucoup utilisé le parallèle avec les mesures utilisées en physique, que la plupart d'entre nous considéreraient spontanément comme étant objectives. Il a notamment montré que toutes les mesures, y compris celles des distances, des poids, des vitesses, sont en réalité en partie subjectives, puisqu'elles s'appuient sur des référentiels communs qui sont conçus par convention. D'ailleurs, si les Britanniques ont adopté le système métrique, les Américains continuent quant à eux d'utiliser des unités de mesure inspirées du système impérial, des inches, des yards, des pounds, des gallons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus absolu sur ces mesures. Mais même s'il n'y a pas de consensus, dans le système métrique comme dans le système impérial, il existe des outils de mesure qui permettent des évaluations reproductibles. Et c'est dans ce même esprit, produire des évaluations fiables et reproductibles à des fins de recherche, qu'ont été développées les catégories diagnostiques des troubles psychiatriques que nous utilisons dans les enquêtes. Alors, les classifications des troubles psychiques sont très anciennes, probablement aussi anciennes que l'histoire de la médecine. Elles ont commencé à être formalisées à la fin du XVIIIe siècle et les troubles qui étaient alors décrits correspondaient aux symptômes observés chez des personnes soignées, ou enfin, en tout cas incluses dans les hôpitaux ou les asiles de l'époque. C'est le cas de la nosographie du médecin français Philippe Pinel, puis de celle créée un siècle plus tard par le psychiatre allemand Emil Kraepelin. Les manifestations des troubles psychiques qui étaient alors répertoriées au XVIIIe au XIXe siècle étaient celles des pathologies les plus sévères, les déficits cognitifs, les psychoses ou encore les démences. Elles étaient utiles aux médecins, mais ne permettaient pas de couvrir les difficultés psychologiques dans leur ensemble. Et il a fallu attendre la Première Guerre mondiale pour qu'apparaissent des mesures standardisées de la santé mentale pour des populations plus larges. Alors pourquoi la Première Guerre mondiale ? D'abord, c'est une période pendant laquelle, ou après laquelle, les méthodes statistiques et les investigations en santé ont connu un grand essor, donc les techniques avaient avancé et étaient accessibles. Mais au-delà de cette raison
technique, scientifique, la Première Guerre mondiale a fait émerger le besoin d'évaluer la santé mentale à grande échelle. Pourquoi ? C'est notamment apparu aux États-Unis, où en 1917, lorsque les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Allemagne, l'armée américaine a identifié la nécessité de repérer les conscrits qui n'étaient pas psychiquement aptes au combat ou qui risquaient de développer des troubles psychiques au cours de leur déploiement, et en particulier ce qui s'appelait à l'époque l'obusite ou shell shock en anglais, et ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. La classification des troubles psychiatriques conçue par Emil Kraepelin n'était pas adaptée à cet usage, et dès 1917, l'Association américaine de psychiatrie a proposé une première classification largement inspirée des théories psychanalytiques qui étaient dominantes à l'époque. Cette première classification incluait 17 types de maladies psychiques, et elle a rapidement été mise à jour au cours de la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'armée américaine a à nouveau eu à déployer des questionnaires pour évaluer les conscrits. C'est ainsi que le premier Diagnostic and Statistical Manual, DSM, conçu par l'Académie américaine de psychiatrie, a été publié en 1952. Cette première version du DSM listait non plus 17 mais 106 troubles classés en catégories, allant des maladies chroniques du cerveau telles que l'intoxication à l'alcool ou l'encéphalite, aux névroses telles que l'anxiété, les phobies, la dépression, ou jusqu'aux psychoses comme la schizophrénie. Cependant, cette classification, basée sur l'observation clinique, était interprétée différemment par chaque médecin et les diagnostics étaient peu reproductibles. Si les médecins n'étaient pas d'accord entre eux, alors les maladies mentales existaient-elles réellement ? C'est ce qu'a notamment développé le mouvement de l'antipsychiatrie qui a traversé les États-Unis et l'Europe dans les années 60, créant énormément de débats et faisant au passage émerger la nécessité de mieux définir ce qu'est un trouble psychique. L'Association américaine de psychiatrie a saisi ce challenge à bras-le-corps et sous le leadership du psychiatre américain Robert Spitzer, dans les années 1970, le DSM a opéré une révolution. La définition des troubles psychiques est passée d'un cadre basé sur la théorie psychanalytique qui met au centre les causes supposées du mal-être, à savoir les conflits psychiques internes à chaque personne, qu'il peut être difficile d'identifier, vers une définition basée sur l'identification de symptômes précis, dans l'idée que la présence même de ces symptômes a des conséquences néfastes sur la vie des personnes, quelle qu'en soit la cause. Cette approche des troubles psychiatriques par les symptômes et leurs répercussions met au centre la souffrance ressentie par la personne et souligne l'importance de la persistance de cette souffrance dans le temps. Pour l'épidémiologie psychiatrique, cette nouvelle définition des troubles a été révolutionnaire puisqu'elle a ouvert la voie à la création de questionnaires standardisés qui permettent d'évaluer la santé mentale en limitant les différences d'appréciation et en limitant aussi les coûts d'enquête parce que ces questionnaires peuvent être remplis par des enquêteurs non médecins, voire par des participants eux-mêmes. Les recherches épidémiologiques rendues possibles par le DSM ont à leur tour fait évoluer les classifications à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Le DSM-5, dernière version en date publiée en 2013, a désormais entièrement rompu avec la théorie psychanalytique et intègre environ 300 troubles distincts. La classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé en est très proche. Mesurer la santé mentale par troubles distincts est l'approche dominante aujourd'hui en épidémiologie, mais elle fait néanmoins débat. De nombreux troubles psychiatriques ont les mêmes facteurs de risque, qu'ils soient génétiques, familiaux ou environnementaux. Les circuits neuronaux atypiques sont parfois identiques, et même les traitements ne sont pas toujours spécifiques. Ceci a amené certains chercheurs, comme Temi Moffitt et Avshalom Caspi, qui sont professeurs de psychologie à l'université de Duke, à défendre l'idée d'un facteur P qui résume la propension de chaque personne à souffrir de différents types de troubles de la santé mentale. Ainsi, chacun d'entre nous aurait une certaine probabilité de psychopathologie, sans qu'il ne soit possible à ce jour de prédire ni le type ni le moment de la survenue d'un ou de plusieurs troubles psychiques. En parallèle des troubles spécifiques que nous connaissons aujourd'hui, les classifications du futur incluront peut-être des approches transdiagnostiques regroupant multiples symptômes de troubles émotionnels, de problèmes de comportement ou de conduite addictive. D'autre part, la recherche permettra peut-être à l'avenir d'identifier la présence d'un trouble psychique par des biomarqueurs, qu'il s'agisse de tests génétiques, de résultats de neuroimagerie ou de traces moléculaires présentes dans le sang, les cheveux ou la salive. Il sera à ce moment-là a priori possible de faire un diagnostic en s'appuyant sur des éléments autres que les symptômes. Alors se poseront d'autres questions, notamment éthiques, sur la bonne utilisation de ces biomarqueurs.
Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. À la question de comment mesurer les troubles psychiques, l'épidémiologie a donc répondu en proposant des classifications qui reposent sur des symptômes objectivables, observables, reproductibles et dont on pense qu'ils constituent des profils pathologiques cohérents. Se pose alors une deuxième question, non moins importante. Qu'est-ce qu'un comportement anormal ? Le médecin et philosophe Georges Canguilhem a offert une réflexion sur ce sujet dans son livre « Le normal et le pathologique » publié en 1943. Une première définition peut être d'identifier ce qui est normal au sens statistique, c'est-à-dire un comportement attendu, dans la moyenne de ce qui est attendu. Mais il apparaît rapidement que cette définition simple n'est pas satisfaisante. Prenons un exemple. Une étude menée en 2022 a montré que 56% des personnes croient au fait qu'on peut avoir une bonne étoile et 52% pensent qu'un trèfle à 4 feuilles porte réellement bonheur. Même si la majorité a ces croyances, ne pas les partager ne peut pas être considéré comme anormal. Évidemment, il s'agit d'exemples anodins, et j'ai préféré choisir cela plutôt que d'autres exemples où la majorité a eu des croyances qui se sont avérées fausses, voire dangereuses. En tous les cas, la vox populi ne peut pas faire loi. Parfois, c'est même l'inverse. Galilée était bien isolé quand il a démontré que pourtant elle tourne. Alors, si la dimension statistique ne suffit pas, qu'en est-il des jugements de valeur ? Cette seconde définition n'est pas satisfaisante non plus, parce que les représentations des comportements humains sont situées dans le temps, dans l'espace et dans un contexte social donné. Pour donner un exemple, avant les années 1970, l'homosexualité était considérée comme un trouble psychique, relevant de la catégorie des déviances sexuelles du DSM. La contestation menée par des psychiatres qui étaient eux-mêmes homosexuels dans un contexte plus large de libéralisation des mœurs a ouvert la voie à des évolutions. En 1973, la déviance est devenue un trouble de l'orientation sexuelle. En 1980, le DSM-3 ne mentionnait plus que l'homosexualité égodystonique. Et cette catégorie a entièrement disparu du DSM-3 révisé, publié en 1987. Dans la classification internationale des maladies de l'OMS, basée sur un consensus d'experts du monde entier, l'homosexualité n'a été supprimée de la liste des troubles psychiques qu'en 2022. Une définition normative ne convient donc pas non plus. Bon, alors comment faire ? Canguilhem a proposé de définir un état anormal, c'est-à-dire pathologique, en se centrant sur la personne et son ressenti. La souffrance psychique exprimée et l'impact des symptômes sur la vie des personnes sont toujours au cœur des définitions utilisées aujourd'hui. Interroger non seulement les symptômes, mais aussi leur vécu, permet d'intégrer une part de subjectivité dans les nosographies et peut également être utile pour se protéger de l'arbitraire. Les premières études épidémiologiques sur la santé mentale, qui ont donc utilisé les mesures issues du DSM, ont été menées à partir des années 1950. J'ai pris pour exemple l'étude de Stirling County au Canada. À l'interface entre la santé et les sciences sociales, cette étude de Stirling County a d'emblée identifié l'importance de déterminants sociaux, dont le genre, la classe sociale ou le lieu de résidence, et en particulier les distinctions entre le fait d'habiter en zone rurale ou en zone urbaine vis-à-vis de la santé mentale. Cette étude, comme d'autres menées à la même époque, était dans la lignée des travaux d'Émile Durkheim. Dans Le suicide, paru en 1897, Durkheim a posé les bases d'un questionnement simple et en même temps révolutionnaire et qui s'applique, je pense, toujours. Le suicide est un acte individuel qui répond à des motivations intimes et reflète l'état d'esprit d'une personne spécifique à un moment donné. Mais si l'on prend de la distance, chaque année, le taux de suicide est peu ou prou stable au sein d'une population. Pour Durkheim, cette stabilité signifie que nos comportements individuels sont influencés par le contexte dans lequel nous vivons et qui, d'une certaine façon, s'impose à nous. Dans son analyse, il a particulièrement éclairé l'importance des liens relationnels. Plus les liens entre personnes appartenant à un groupe sont distendus, plus les individus sont isolés et plus le risque de suicide à la fois à échelle individuelle et collective est important. Le travail de Durkheim sur le suicide a été mis à jour par Maurice Halbach, sociologue, démographe et professeur ici au Collège de France, qui, dans Les causes du suicide, publié en 1930, a poussé l'analyse plus loin, montrant l'importance de ce qu'il a appelé le genre de vie propre à chaque individu. Halbach a observé que dans les villes où les taux de suicide sont les plus élevés, oui, l'isolement relationnel est fréquent, mais il existe aussi d'autres facteurs qui pourraient jouer un rôle sur le risque de suicide. Il a notamment observé qu'en ville se côtoient des groupes sociaux multiples et que le contrôle social sur le comportement des individus est moins strict que dans les zones rurales, caractérisées surtout à l'époque par un mode de vie traditionnel.
Halbach a postulé que les individus ne font pas que subir leur contexte. Ils décident, avec les contraintes de leur situation et de leurs conditions de vie, de leur manière de vivre, dans une forme d'interaction entre le collectif et l'individuel. Si les modes de vie traditionnels offrent peu d'espace à l'expression de l'individualité et peuvent parfois être vécus comme oppressants, la modernité est quant à elle synonyme d'affaiblissement des structures sociales traditionnelles, telles que la famille, ce qui peut entraîner des situations d'isolement et la nécessité de faire des choix qui peuvent être vécus par les individus comme angoissants. Si les individus composent les populations, un des principes clés en santé publique est que les caractéristiques des populations peuvent aussi à leur tour influencer la santé des individus. Comment ? Premièrement, par les normes que l'on établit en termes de santé. Dans le cas de la psychopathologie, les normes reflétées dans les classifications qui définissent les troubles tels que donc dans le DSM ou dans la classification internationale des maladies s'imposent à nous. Même si le DSM et la CIB ne servent pas stricto sensu à diagnostiquer les maladies psychiques ni à déterminer qui peut ou non avoir accès à des soins, en tout cas pas en France, ces nosographies offrent un cadre. Les mots schizophrène, bipolaire, autiste font partie de notre vocabulaire et participent à penser et dire la santé mentale. Les concepts existent, on y rattache des personnes, et les recherches montrent à quel point les changements de critères diagnostiques peuvent modifier la prévalence, mais aussi les représentations d'un trouble. C'est ce qui s'est passé récemment pour l'autisme, dont le diagnostic a été élargi à partir de 2013. Deuxièmement, les émotions et les comportements ainsi que leurs facteurs de risque sont distribués dans la population selon un continuum. Nous sommes tous et toutes plus ou moins tristes, anxieux, suspicieux, et nous avons tous et toutes à faire face à des facteurs de stress à des niveaux d'intensité variables. Les personnes qui ont des troubles psychiques représentent l'extrémité de ces distributions. Dans les années 1980, l'épidémiologiste anglais Geoffrey Rose a montré à partir de l'exemple du lien entre hypertension artérielle et risque d'infarctus du myocarde que le nombre de cas de maladies cardiovasculaires dans une population était directement lié à la distribution des facteurs de risque de cette maladie. Si l'on prend pour exemple la dépression, en considérant qu'il s'agit d'une manifestation extrême de la tristesse, alors le nombre de personnes déprimées de manière clinique dans une population dépend du niveau de tristesse moyen et des niveaux de stress moyens, ainsi que d'autres facteurs de risque. De la même manière, le nombre de personnes dépendantes à l'alcool dépend de la consommation moyenne d'alcool au sein d'une population. Ainsi, la prévention la plus efficace consiste non pas à cibler des groupes à haut risque, mais plutôt à améliorer la santé de la population dans son ensemble. C'est ce que Rose a appelé le paradoxe de la prévention. Ce paradoxe est toujours d'actualité, mais depuis les années 80, il a été repensé. En particulier, dans les années 2000, Michael Marmot, qui est professeur à University College London et qui a beaucoup travaillé sur les inégalités sociales de santé, a proposé avec d'autres chercheurs de combiner l'approche populationnelle de Geoffrey Rose avec un souci particulier pour des groupes à risque en termes de santé ou en termes de facteurs de risque, dans le concept d'universalisme proportionné. La prévention, l'universalisme proportionné n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais je pense qu'il en existe des exemples. Et je voudrais en citer un qui concerne l'équipe au sein de laquelle je travaille. Nous participons actuellement, avec Camille Davis-Paturé, à l'évaluation d'un programme de promotion de la santé mentale pour les adolescents qui s'intitule Improva, qui est financé par l'Union européenne et coordonné par des collègues basés à Barcelone. Il s'agit d'un programme digital de renforcement des compétences psychosociales qui vise à aider les jeunes à identifier et gérer leurs émotions, renforcer leur estime d'eux-mêmes, faire face aux conflits ou aux difficultés de la vie et trouver des ressources pour réagir à des situations de stress. Ce programme est déployé dans des collèges et lycées dans plusieurs pays, dont la France, et s'adresse à tous les jeunes, mais nous avons pris soin d'intégrer des établissements divers, pas uniquement ceux dont les élèves proviennent de familles favorisées. Et d'autre part, nous allons tester l'hypothèse selon laquelle les jeunes qui manifestaient des signes de mal-être avant d'utiliser le programme pourraient en bénéficier le plus. L'approche populationnelle qui sert de base à la santé publique semble parfois contre-intuitive. En effet, s'il existe un continuum de risques au sein de la population, le fardeau lié à une maladie reflète principalement le nombre de personnes qui se trouvent non pas dans les situations les plus sévères, mais plutôt celles qui se trouvent dans des situations intermédiaires, comme l'illustre ce graphique produit par la Cour des comptes. Pourquoi ? D'abord parce que les personnes qui ont des symptômes intermédiaires sont plus nombreuses, mais aussi parce que des symptômes infracliniques de dépression, d'anxiété ou d'usage à risque d'alcool, et qui ne relèvent donc pas des catégories diagnostiques identifiées dans le DSM ou dans la classification internationale des maladies,
peuvent causer de la souffrance, avoir des conséquences sur la qualité de vie des personnes, leur capacité à étudier, travailler, créer des liens avec d'autres et avoir une vie qu'elles jugent satisfaisante. D'après Jeffrey Rose, la population dont nous faisons partie conditionne notre niveau de risque individuel. Concrètement, vous et moi vivons dans un contexte où les troubles psychiques sont fréquents. En France, une personne sur 5 est concernée et le risque de chacun et de chacune d'entre nous est donc probablement plus élevé que si cette prévalence moyenne était plus faible. Nous sommes liés par un risque moyen de troubles psychiques qui peut sembler abstrait, mais qui se traduit par de la souffrance à échelle individuelle. Il en découle que nous avons tous et toutes intérêt à ce que la santé mentale de toute la population soit la meilleure possible. Alors, comment faire pour améliorer la santé mentale de la population ? Les facteurs de risque des troubles psychiques sont multiples et pour la plupart en dehors du système de santé. Si l'on revient à l'isolement étudié par Émile Durkheim et Maurice Halbach et dont le rôle reste essentiel à notre époque, nous savons désormais, grâce aux travaux de Lisa Berkman, professeure d'épidémiologie sociale à l'université d'Harvard, qu'il est directement le reflet d'un contexte historique, macroéconomique, social et politique qui nous entoure. Les recherches menées par son groupe ont d'abord montré l'importance pour la santé de la structure et des caractéristiques des réseaux de sociabilité qui nous lient à d'autres personnes. Il y a bien sûr notre réseau le plus proche, famille, amis, qui peut nous procurer du soutien émotionnel ou matériel en cas de besoin. Mais il y a aussi un réseau plus large, composé de connaissances, de personnes que nous croisons dans des contextes professionnels, dans des associations ou via des activités de loisirs, et qui s'avère tout aussi important. Ce réseau élargi conditionne nos comportements de santé, notre estime de nous-mêmes, nos réactions face au stress. Il peut même influer sur le bon fonctionnement de notre système immunitaire. D'après Lisa Berkman, dans une société fragmentée où les niveaux d'inégalité de richesse sont élevés, les réseaux relationnels sont moins solides et l'isolement plus fréquent. En découle du stress, de la détresse psychologique, parfois des troubles psychiatriques. Si l'on suit le raisonnement de Jeffrey Rose, prévenir les problèmes de santé mentale passe alors principalement par l'amélioration de la densité et de la qualité des liens relationnels et aussi par une action sur leurs déterminants, les inégalités sociales, les conditions de travail et d'accès à un logement, les politiques de protection des familles, ce que confirment les recherches menées par Lisa Berkman et ses collègues. Pour conclure, l'approche populationnelle de la santé mentale permet de documenter la fréquence des troubles psychiques et des addictions, d'en appréhender les facteurs de risque et de protection et de faire émerger de nouvelles tendances. Les résultats participent à améliorer la connaissance et peuvent servir à adapter les actions de santé publique, prévention, accompagnement et prise en charge médicale. J'ai démarré mon propos en évoquant le professeur de psychologie clinique qui nous enseignait l'empathie et le non-jugement face aux personnes en détresse psychique. L'épidémiologie propose un regard distancié du ressenti individuel, mais ne nie pas la dimension intime et subjective de la santé mentale. À toutes les étapes du processus de recherche, de la conception des enquêtes à l'interprétation des données qui en sont issues, l'épidémiologie requiert également de l'empathie. En tout cas, c'est ce que je pense. La grande cause nationale santé mentale démarrée en 2025 vient d'être prolongée pour l'année 2026. Il s'agit d'améliorer nos perceptions collectives des troubles psychiques pour que les personnes qui en ont besoin accèdent aux soins et que le regard que la société porte sur elles soit moins négatif. Y parviendrons-nous ? Le chemin est encore long, mais l'amélioration des connaissances sur ce sujet à laquelle l'épidémiologie peut participer, ainsi que leur diffusion à grande échelle, sont la base d'une meilleure littératie en santé mentale, c'est-à-dire la capacité à reconnaître les symptômes de mal-être chez soi ou chez les autres et à accepter les personnes qui souffrent. Dans les prochaines semaines, avec des experts d'horizons divers qui me feront l'honneur de participer aux enseignements que j'ai proposés, nous nous interrogerons ensemble sur les questions suivantes. Comment ont évolué les définitions des troubles psychiques et des addictions ? Quelles sont les implications des changements de représentation de la santé mentale ? Quel rôle des principaux facteurs de risque ou de protection individuels et collectifs ? L'hérédité, les violences structurelles et interpersonnelles, des déterminants sociaux comme le logement, la migration ou les liens relationnels. Enfin, nous parlerons des futurs possibles pour l'épidémiologie psychiatrique. En 2 mots, au cours des prochaines semaines, les lundis de 10 à 12 heures, ici même au Collège de France, je vous invite à venir nombreuses et nombreuses à nous rejoindre pour parler de santé mentale. Merci de votre attention.